Bonjour les quatrièmes. Voici donc la suite de ce cours Humanité sur la Révolution française 1789 et ses suites. La semaine dernière, nous avons parlé de l'événement fondateur de cette Révolution française, le serment du jeu de paume. Nous étions à la page 19 et 20 de votre livret. Le serment du jeu de paume, c'est la révolte des députés du tiers état et du clergé contre le roi. Ces députés qui défient l'autorité du roi en promettant de rester réunis quand il n'aurait pas donné une constitution, c'est-à-dire un premier texte de loi réglementant le fonctionnement du royaume et l'autorité du roi. Je vous proposais cette semaine de travailler sur la manière dont les événements vont continuer de s'aggraver et dégénérer au cours de l'été 1789 à travers la prise de la Bastille. Pour ce faire, vous deviez vous reporter, comme toujours, sur le Padlet, ce site qui contient toutes les ressources du cours, notamment les capsules que je mets en ligne chaque semaine, dans la deuxième colonne, et tous les extraits de films qui nous servent de support principal. Vous deviez notamment visionner l'extrait numéro 5 dans lequel on apprenait que le roi faisait monter une troupe de soldats étrangers à sa solde aux portes de Paris pour mettre la pression sur les députés des États généraux et les forcer à revenir à ses premières ambitions qui étaient de négocier de nouveaux impôts. Ce faisant, l'arrivée de ces troupes aux portes de Paris alerte, inquiète, angoisse la foule parisienne et plusieurs faiseurs d'opinion, ce qu'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte, comme Camille Desmoulins, prennent la parole dans la rue et excitent la foule, arguant du fait que le roi allait exercer sa tyrannie contre le peuple de Paris pour les punir de l'affront de leurs députés quelques jours plus tôt. C'est ainsi que les Parisiens décident, pour se défendre, de rechercher des armes. Cela vous entraînait donc dans ce long extrait numéro 7 qui était la prise de la Bastille et que vous aviez à commenter par scène comme nous avions pu le faire au thème précédent pour Amistad. Alors la première scène de cet extrait, elle nous emmène à l'intérieur d'une église, l'église d'une paroisse parisienne, qui sert en fait de salle de réunion politique, en cet été 1789, et nous avons un député du tiers-état, Georges Danton, qui prend la parole et qui appelle les Parisiens à se défendre, à s'enrôler, c'est-à-dire à s'inscrire sur des listes, des rôles de volontaires pour défendre leur quartier. Et donc il s'agit d'aller chercher des armes au Palais des Tuileries, et la poudre pour faire fonctionner ces armes qui a été stockée, concentrée par les autorités dans la prison de la Bastille, qui est le lieu le mieux gardé de la capitale. Cette prison de la Bastille, c'est donc une prison royale où le roi a l'habitude d'enfermer ses opposants, mais qui n'est plus guère en service en cette année 1789. C'est plus un symbole de l'autorité, voire de la menace, de la tyrannie royale sur la ville de Paris. Cette prison se trouve à l'est de Paris, à la porte du faubourg Saint-Antoine. Aujourd'hui, elle est dans la ville de Paris, c'est la place de la Bastille, non loin de la gare de Lyon. Et cette prison, elle domine la ville et elle pointe ses canons sur la population parisienne comme une menace. La foule, ce matin du 14 juillet 1789, décide donc de se réunir et d'exiger donc qu'on lui livre de la poudre. Elle envoie pour ce faire des représentants, des délégués de l'hôtel de ville qui vient de se constituer, l'hôtel de ville de Paris. Ce serait la deuxième scène de cet extrait, les négociations, qui se passent plutôt bien, mais d'emblée dans le film est monté de sorte que l'on comprenne qu'une tension s'installe entre ce qui se joue à l'intérieur de la prison et ce qui se passe à l'extérieur, avec une foule qui s'impatiente, une foule qui s'excite. Alors, sur ce plan, petit commentaire, ça pourrait paraître anecdotique, mais parfois utile de comprendre aussi dans quelles circonstances se passent les événements. Nous sommes un 14 juillet 1789, il fait extrêmement chaud dans la capitale. La foule parisienne continue d'avoir relativement faim en ces temps de disette et de cherté du pain. Et les gens s'abreuvent, non pas d'une eau claire, mais plutôt d'alcool au pied des murailles. Ce qui a pour effet d'exciter de la foule. Ce sont des petits détails qu'on connaît par les rares récits contemporains qu'on en a. La foule s'impatiente, la rumeur court, et alors que les négociations se passent plutôt bien à l'intérieur de la forteresse,
il est déjà question de négocier davantage, puisqu'un nouveau représentant, ce sera la scène 3, va monter dans la Bastille et exiger cette fois non plus seulement de la poudre, non plus seulement le retrait des canons, mais que le gouverneur rende la prison au peuple, qu'il quitte son poste. Et ça, évidemment, il n'en est pas question, la confrontation devient inévitable. Et alors même que ce représentant part négocier avec le gouverneur, on a dans le film toujours des plans qui nous indiquent que ces discussions sont déjà court-circuitées par les actions de la foule qui les précède. Ici, nous avons quelques insurgés qui escaladent le premier mur d'enceinte de la Bastille pour entrer dans la cour et qui sont prêts à faire tomber le premier pont-levis. C'est l'action décisive qui va nous faire basculer dans la 4e scène, celle du premier assaut. Une fois que la foule va entrer dans la première cour, croiser sur son chemin les représentants de l'hôtel de ville qui leur demandent de rebrousser chemin mais qui ne peuvent pas les arrêter. Et évidemment, la prison n'a d'autre choix que de se défendre et de tirer sur la foule. C'est un bain de sang. On n'a pas de chiffre précis du nombre de victimes, mais on compte a priori plus d'une centaine de morts parmi les assaillants parisiens, qui ne peuvent rien contre la force de feu, notamment les canons de la Bastille. L'événement aurait pu s'interrompre là, avec l'échec de la foule. C'est alors qu'arrive un tournant, c'est la scène numéro 5, l'arrivée d'une colonne de garde, de la garde française. C'est un corps armé de la maison du roi, qui est donc au service du roi, et c'est pourquoi le lieutenant de Flux crie « Vive le roi !» à leur arrivée. Mais scène étonnante et véridique, ce corps d'armes qui possède un canon, qui possède des fusils, ce corps d'armes va non pas crier « Vive le roi !» mais « Vive la nation !» et fraterniser avec le peuple de Paris avant de retourner ses armes contre la forteresse. C'est le tournant. Cette fois, le gouverneur n'a plus d'autre issue que de tenter un ultimatum auprès de la foule, c'est-à-dire il menace de faire sauter la prison en mettant le feu au stock de poudre, et donc tentative désespérée et suicidaire pour évacuer la foule, mais il va se voir opposer la mutinerie de ses propres soldats, qui vont l'empêcher d'accomplir son méfait, et qui vont le conduire à rendre la prison de la Bastille. Alors nous avons toujours une alternance, cette fois de fait non plus entre l'intérieur et l'extérieur de la prison, puisque les événements se sont rejoints, mais avec ce qui se passe à Versailles. C'est une sorte d'épilogue, de conclusion de l'événement. Le roi, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de là, n'a pas encore l'information de la prise de la Bastille. Il revient d'une journée de chasse et il écrira sur son carnet, l'anecdote est véridique, elle est fortement mise en scène dans l'extrait de film, il ne s'est rien passé pour lui le 14 juillet, c'est-à-dire qu'il n'a rien pris à la chasse, il n'a pris aucun gibier. Pourtant, au même moment, son gouverneur est lynché et décapité dans les rues de Paris, et la forteresse, la Bastille, est tombée. Le roi lui-même s'en étonne, lorsqu'il l'apprend en plein milieu de la nuit, il ne comprend pas la force du symbole de la Bastille, et il ne sait pas ce qui se joue, et c'est pourquoi d'ailleurs son proche collaborateur lui déclare « Sire, nous ne sommes plus face à une révolte, nous sommes face à une révolution ». Je vous propose donc ici des notes corrigées pour ce tableau que je vais vous proposer de reprendre l'un après les autres. Dans la première scène, donc, c'est celle de la mobilisation des Parisiens. Vous aurez à recopier ce texte. La deuxième scène, première négociation à la Bastille. Le peuple se regroupe aux portes de la prison pour récupérer la poudre nécessaire au fonctionnement des armes. Et un comité de représentants de la ville de Paris entre dans la prison pour négocier avec le gouverneur le retrait des canons. Troisième scène, le malentendu et la surenchère des revendications.
Quatrième scène, l'échec du premier assaut contre la Bastille. Nous avons une progression, hein. Cet événement se passe sur une journée complète. La foule se masse le matin, les choses dégénèrent plutôt en début d'après-midi. En fin d'après-midi arrive la garde française, qui fraternise avec le peuple. Et cette fois, voilà, sixième scène, l'ultimatum du gouverneur et la reddition, c'est-à-dire le fait de se rendre à l'ennemi. Le gouverneur, retranché dans la prison, menace de faire sauter la Bastille. Et l'épilogue, le roi n'apprend que tard dans la nuit la chute de la Bastille, il ne comprend pas l'importance des événements. Alors il va le comprendre, évidemment, cette importance des événements, et c'est ce que je vais vous proposer de travailler la semaine prochaine. Vous allez visionner l'extrait numéro 8, le recul de la monarchie, la manière dont Louis XVI tente de reprendre la main en accompagnant les transformations qui semblent inévitables. Vous allez visionner cet événement extraordinaire qui se passe dans la nuit du 4 au 5 août 1789, l'abolition des privilèges de la noblesse. Et vous allez aller jusqu'à l'extrait numéro 10, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette fois, vous aurez à remplir. Alors nous allons passer l'extrait sur la Bastille de Victor Hugo que vous étudiez avec M. Perrin, et vous allez voir que le travail d'écriture va concerner le 14 juillet 1789. Moi je vais vous proposer d'aller plus loin dans les événements, avec cette fois, page 44 de votre livret, un tableau d'analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est décrétée le 26 août 1789. Attention, il y a une erreur ici, il va falloir qu'on corrige. Très important. C'est le 26 août. Et vous allez donc lire le texte de la Déclaration des droits de l'homme qui se trouve, vous avez ici, qui se trouve dans votre manuel, et essayer de résumer les idées fortes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc le texte, nous sommes ici dans la colonne numéro 3, et le texte, la colonne numéro 4, pardon, et le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se trouve dans votre manuel. Donc vous pouvez le retrouver en intégrale sur le site du Conseil constitutionnel de la France. Voilà, je vous donne toutes les instructions sur Pronote, et je vous dis à très bientôt.